Chers amis, nous sommes devant vous aujourd'hui afin de répondre au mieux aux questions que vous êtes amenés à vous poser sur la stimulation cardiaque. Nous espérons ainsi lever vos appréhensions, vos doutes relatifs à votre maladie et concernant la proposition qui vous est faite d'implanter un stimulateur ou un défibrillateur cardiaque. Nous allons donc aborder les différents aspects de la stimulation et de la défibrillation cardiaque implantable. Chaque étape de votre prise en charge est détaillée et pour chaque question du quotidien, nous vous apporterons des réponses claires. Le but de ce sujet vidéo est de mieux vous faire comprendre et donc de mieux accepter la prothèse électronique dont votre cœur a absolument besoin. Quand propose-t-on l'implantation d'un stimulateur ? Vous avez, ou vous risquez selon nous, de présenter des symptômes. Un certain nombre d'examens ont été réalisés et ont conduit à poser une indication de stimulation cardiaque définitive. Cette décision a été prise de façon collégiale, en concertation avec votre médecin ou votre cardiologue traitant. En temps normal, pour que le muscle cardiaque puisse se contracter, il existe un réseau de cellules électriques qui, en se dépolarisant, font naître puis distribuent le courant à l'ensemble du myocarde. C'est un peu l'allumage de votre cœur. Lorsque celui-ci est défaillant, votre cœur cale. De nombreuses raisons peuvent altérer le fonctionnement électrique du cœur. La plus fréquente est tout simplement le vieillissement. Avec le temps, les propriétés conductrices s'altèrent et ce phénomène est normal mais ne touche pas l'ensemble de la population de façon égale. D'autres causes peuvent créer ou accélérer ces phénomènes. La principale cause acquise est l'infarctus du myocarde lorsqu'il touche le réseau électrique du cœur. Certains médicaments prescrits par votre médecin peuvent aussi créer des troubles de la conduction électrique. Si la prescription de ces médicaments est indispensable à votre bien-être, la mise en place d'un stimulateur cardiaque peut être indiquée afin de pouvoir les poursuivre en toute sécurité. Plus rarement, certaines maladies du muscle cardiaque peuvent léser le réseau électrique cardiaque. Lorsque des anomalies de la conduction électrique surviennent, il faut donc restaurer un fonctionnement normal du cœur. En l'état actuel de nos connaissances, il est impossible de réparer chirurgicalement le système électrique existant. De même, il n'existe pas de médicaments qui permettent de faire mieux fonctionner le réseau défaillant sur du long terme. La seule possibilité thérapeutique est la mise en place d'une prothèse qui pallie au dysfonctionnement, c'est le stimulateur cardiaque. Quand propose-t-on l'implantation d'un défibrillateur ? Avant de répondre à cette question, il convient de définir le concept de prévention primaire ou secondaire. La prévention primaire est une action prophylactique qui anticipe la survenue d'un événement rythmique cardiaque potentiellement mortel. Au vu de votre maladie cardiaque, vous avez un risque bien plus important que la population générale de présenter une mort subite. L'implantation d'un défibrillateur permettra en cas d'arythmie ventriculaire mortelle de vous ressusciter. La prévention secondaire, elle, est une action réalisée a posteriori, une fois la mort subite récupérée par l'équipe médicale. Il s'agira alors de traiter la récidive lorsqu'elle surviendra. Ce sont les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque qui sont le plus souvent concernés par les troubles du rythme cardiaque mortel. C'est donc à eux que l'on propose le plus souvent la mise en place d'un défibrillateur. Plus rarement, certains troubles du rythme sur maladie génétique nécessitent également une implantation. Comment en arrivez-vous à ce diagnostic ? Parfois, le diagnostic est évident car les symptômes sont typiques et correspondent à des anomalies électrocardiographiques ou structurelles du cœur. Dans ce cas, votre cardiologue traitant, voire votre médecin traitant, pose l'indication d'implantation du stimulateur ou d'un défibrillateur. Dans d'autres cas, il existe des symptômes, mais sans traduction électrocardiographique ou clinique évidente. Votre cardiologue réalise alors un bilan comprenant divers examens dont le but est de mettre en évidence l'épreuve électrocardiographique ou structurelle. Il peut alors vous être proposé la pose d'un enregistreur électrocardiographique sur 24 ou 48 heures, voire l'implantation d'un moniteur cardiaque implantable. Au besoin, une exploration électrophysiologique du cœur peut être réalisée en hospitalisation ambulatoire afin de mesurer précisément les temps de conduction intracardiaque. Quel est le principe de fonctionnement du matériel ? Un stimulateur ou un défibrillateur cardiaque est composé de deux parties. La première est celle qui va générer l'impulsion électrique. C'est un boîtier métallique hermétique en titane qui enferme la source d'énergie, en général une pile au lithium.
C'est cette partie que vous sentirez sous la peau. Lorsque le cœur se ralentit ou s'arrête de battre, le stimulateur en est informé par les mesures faites par là ou les sondes positionnées dans la cavité cardiaque. Ils envoient alors des impulsions électriques qui entraînent une contraction des cavités cardiaques à la fréquence programmée. La deuxième partie est celle qui va conduire l'électricité jusqu'au cœur. C'est là où les sondes de stimulation. Ce n'est ni plus ni moins qu'un fil électrique qui stimule mais aussi écoute le cœur afin d'informer le boîtier s'il doit ou non stimuler le cœur. C'est lors de l'implantation de la ou des sondes de stimulation que les complications peuvent survenir. Le défibrillateur a une fonction supplémentaire qui permet de générer une onde de choc entre la sonde ventriculaire et le boîtier afin d'arrêter rapidement le trouble du rythme ventriculaire mortel. Existe-t-il différents types de stimulateurs ou de défibrillateurs cardiaques ? On distingue 3 types de prothèses en fonction du nombre de sondes implantées dans les cavités cardiaques. On peut stimuler le haut du cœur, c'est-à-dire l'oreillette droite, et ou le bas du cœur, ventricule droit, voire ventricule gauche. Le choix de la prothèse dépend de l'indication d'implantation. Comment implante-t-on l'ensemble du matériel ? L'implantation est un acte chirurgical et doit donc être réalisée sous stricte asepsie au bloc opératoire. Cette intervention intéresse un organe vital en mouvement. Elle doit donc être effectuée par un cardiologue spécialement formé à la rythmologie interventionnelle. La plupart du temps, une anesthésie locale est suffisante, mais pour certains patients, il est possible d'approfondir la sédation au besoin. Une consultation d'anesthésie est donc nécessaire avant l'implantation. Le stimulateur cardiaque peut être placé indifféremment à droite ou à gauche. Le choix dépend de l'habitude de l'opérateur, des conditions locales et des impératifs du patient. Chaque patient est donc un cas particulier. Après une incision de quelques centimètres sous la clavicule, une dissection chirurgicale permet d'implanter les sondes via le réseau veineux. La position précise des sondes dans les cavités cardiaques nécessite l'utilisation de rayons X. Les sondes sont vissées dans le muscle cardiaque, puis des tests informatiques sont effectués en paire opératoire. Le patient peut ressentir des palpitations pendant les tests. Une fois les sondes implantées, l'opérateur crée une loge entre la peau et le muscle pectoral afin d'y introduire le boîtier, connecté aux sondes de stimulation. C'est pour cette raison que le stimulateur cardiaque est visible sous la peau, en dessous de la clavicule chez les patients maigres. Comptez entre 30 et 60 minutes pour l'ensemble de la procédure en fonction des conditions anatomiques. Quelles sont les complications possibles ? L'implantation n'est pas une chirurgie lourde. Les complications graves restent exceptionnelles. Il ne faut cependant pas les ignorer, car certaines peuvent avoir des conséquences graves si elles ne sont pas systématiquement recherchées. Les douleurs post-opératoires sont rares ou peu importantes. Un protocole systématique d'analgésie est prescrit après l'intervention. Le déplacement d'une sonde de stimulation survient le plus souvent dans les jours qui suivent l'intervention. C'est pour cette raison que nous vous demandons de ne pas vous lever de la sortie du bloc opératoire au lendemain matin. Le diagnostic passe par la surveillance clinique du patient, mais également par une surveillance électrocardiographique et surtout radiologique. Repositionner une sonde est simple, rapide et indolore, mais impose un retour au bloc opératoire. La survenue d'un hématome de la loge est d'autant plus fréquent que le patient est sous anti-agrégants plaquettaires, voire sous anticoagulants à dose efficace. Lorsque c'est possible, on peut interrompre ou baisser transitoirement ces traitements. Un pansement compressif est systématiquement mis en place après la procédure. Dans de rares cas, une évacuation chirurgicale est nécessaire si le patient est algique ou si la suture est sous tension. La complication la plus grave est la survenue d'un épanchement de sang autour du cœur dans un espace habituellement virtuel entre le muscle cardiaque et le péricarde, qui est un sac habituellement collé au cœur. Cette hémorragie interne est secondaire à la perforation du cœur lors de l'implantation des sondes. Le plus souvent, elle survient au niveau des oreillettes ou à la pointe du ventricule droit. Cette hémorragie évolue lentement et les signes cliniques peuvent être sournois au début. Il peut s'agir d'un manque de respiration, d'une pesanteur dans la poitrine ou d'un malaise général. C'est pour cette raison que nous réalisons systématiquement une échographie de contrôle dans les suites de l'intervention. Comme tout syndrome hémorragique, cette complication est favorisée par la prise d'un traitement anticoagulant. La prise en charge consiste le plus souvent à une ponction percutanée permettant d'évacuer l'épanchement de sang. Des troubles du rythme le plus souvent auriculaires peuvent survenir en post-opératoire par irritation transitoire de la sonde.
Elles sont plus fréquentes chez les patients ayant déjà présenté ce type d'arythmie. Une majoration transitoire du traitement antiarythmique permet un retour rapide en rythme normal. Des contractions anormales au niveau du ventre peuvent être dues à une stimulation du nerf phrénique par la sonde et les contractions du muscle pectoral à une fuite de courant au niveau des connecteurs. Une reprogrammation du stimulateur suffit la plupart du temps à régler le problème. Le pneumothorax est l'effraction de la plèvre lorsque le praticien ponctionne la veine sous-clavière. L'espace virtuel entre la plèvre et le poumon se remplit d'air et le poumon se dégonfle comme un ballon de baudruche. Il devient inopérant et provoque un essoufflement du patient. Le diagnostic est fait simplement par la radiographie de thorax post-opératoire. Le drainage de l'air par aspiration permet très rapidement au poumon de s'expandre et ainsi de retrouver son fonctionnement normal. Aucune séquelle secondaire n'est à craindre dans les suites. L'hémothorax est très exceptionnel et relève du même mécanisme que le pneumothorax. L'air est ici remplacé par du sang, provenant le plus souvent d'une ponction accidentelle de l'artère sous-clavière ou d'une fissuration du tronc veineux innominé. La prévention des infections nosocomiales est une priorité de santé publique. De nombreuses procédures existent dans la période péropératoire afin de minimiser au maximum les risques. Le syndrome septique peut prendre plusieurs formes. En post-opératoire immédiat, les signes classiques doivent être signalés tels que la fièvre, une rougeur, voire un écoulement au niveau de la cicatrice. À distance de l'intervention, la prise en charge peut être retardée car le patient a quitté le milieu hospitalier. C'est pour cette raison que tout retard de cicatrisation doit être signalé à son médecin traitant ou au centre implanteur. La consultation a 1 mois et pour cela un rendez-vous important à ne pas manquer. La survenue d'une infection impose, en plus du traitement antibiotique adapté aux germes, le retrait de l'ensemble du matériel implanté. Pour les patients porteurs d'un défibrillateur, la délivrance d'un choc électrique inapproprié doit être considérée comme une complication qui sera facilement traitée par une reprogrammation de la prothèse. L'ensemble de ces complications ont été abordées lors des consultations préopératoires. Un consentement éclairé à signer vous sera remis afin de certifier que vous avez bien été informé du risque de l'intervention. Ce n'est en aucun cas une décharge de responsabilité. Comment contrôle-t-on le bon fonctionnement de la prothèse ? Il est indispensable de consulter régulièrement votre rythmologue, car lui seul peut contrôler l'entièreté de votre boîtier. Pour cela, nous utilisons un ordinateur qui nous permet de contrôler l'ensemble des paramètres de votre stimulateur ou de votre défibrillateur. Nous vérifions son bon fonctionnement, mais également celui de votre cœur sur le plan rythmique. En effet, celui-ci est pourvu d'une mémoire interne qui stocke en permanence toute arythmie soutenue. Être porteur de ce dispositif a donc un intérêt thérapeutique, mais on l'oublie souvent également un grand intérêt diagnostique. Cela permet une prise en charge précoce des arythmies et donc évite un retard thérapeutique aux conséquences graves dans certains cas. Depuis quelques années, il est même possible de réaliser une grande partie du contrôle à distance par télécardiologie via un transmetteur fourni par votre rythmologue. La télécardiologie est un dispositif de surveillance à distance des prothèses cardiaques implantables. Stimulateur, défibrillateur et moniteur cardiaque. Son principe est de détecter des troubles du rythme cardiaque, de vérifier le fonctionnement de la prothèse et de transmettre quotidiennement ces données au rythmologue. Il ne s'agit pourtant pas d'un système d'urgence. Le patient dispose à son domicile d'un transmetteur, simple d'utilisation. Il suffit de le brancher sur une prise électrique près du lit. Chaque nuit, à heure fixe, la prothèse transmet les informations de la journée au transmetteur. Celui-ci le relaie vers la plateforme numérique via les réseaux de téléphonie mobile. Cet appareil fonctionne également lors des déplacements du patient en France ou à l'étranger. En cas d'événement, le rythmologue reçoit une alerte sur son smartphone. Il prend alors connaissance des données de la prothèse. Il peut ensuite décider, selon le cas, d'une simple surveillance à distance ou de convoquer le patient en consultation physique. Comment se déroule l'hospitalisation ? Votre admission est prévue 2 heures avant la procédure. Vous aurez réalisé auparavant
la consultation d'anesthésie. Il faudra être à jeun depuis minuit la veille. Le service des admissions vérifiera la complétude de votre dossier informatisé, puis vous attribuera votre chambre. Votre infirmier ou infirmière vous préparera pour l'intervention avec dépilation de la zone opératoire, mise en place d'une voie veineuse périphérique et réalisation de l'antibioprophylaxie péri-opératoire. Notre brancardier vous transportera jusqu'au bloc central 30 minutes avant la procédure. Au bloc opératoire, votre penseur ou penseuse vous accueillera et vérifiera une nouvelle fois la complétude de votre dossier. Au préalable, elle aura vérifié et préparé le matériel nécessaire à votre intervention. Le brancardier du bloc vous transportera dans la salle où se déroule votre intervention. Vous y serez accueilli par votre anesthésiste et votre rythmologue. L'équipe vous installera sur la table opératoire. La durée de la procédure dépend des conditions anatomiques et du type de matériel implanté. Cela peut aller de 45 minutes à 2 heures. En post-opératoire, vous serez dirigé vers la salle de soins post-interventionnelle afin de vous réveiller en toute sécurité avant d'être transféré dans l'unité de soins intensifs cardiologiques pour 24 heures. Vous y bénéficierez d'une surveillance clinique permanente puisqu'un cardiologue est présent 24 heures sur 24. Une échographie cardiaque, une radio de thorax et une surveillance électrocardiographique sera réalisée par l'équipe. Votre hospitalisation ne dure, sauf complications, pas plus de 48 heures. Lors de votre sortie, l'ensemble des comptes rendus vous seront remis. Vérifiez bien que votre carte de porteur de stimulateur vous a été remise. Si vous travaillez, prévoyez 15 jours à 1 mois d'arrêt de travail. Pas de sport pendant 30 jours jusqu'à la consultation de contrôle. Un pansement hydrocolloïde vous sera apposé. Il faut le garder 7 jours, puis le faire enlever par une infirmière à domicile grâce à l'ordonnance de sortie. Une fois rentré chez vous, vous devez nous contacter si vous présentez de la fièvre et une inflammation de votre cicatrice, si les symptômes ayant conduit à l'implantation récidivent et si la loge du stimulateur est douloureuse après avoir gonflé brutalement. Quelle est la durée de vie de votre stimulateur? Elle dépend du type de boîtier, simple, double ou triple chambre, du mode de stimulation, de la fréquence et du taux de stimulation, de la mise en route de certains algorithmes, du modèle, de la marque, des caractéristiques du circuit, boîtier, sonde, myocarde. La durée de vie peut varier du simple au double, en moyenne elle est de 8 à 10 ans. Quel doit être le rythme des contrôles? Idéalement, il faut contrôler votre stimulateur tous les 6 mois, voire une fois par an, si vous êtes suivi à distance en télécardiologie. Cette fréquence peut être modifiée par votre cardiologue traitant ou si des anomalies sur la surveillance à distance nécessitent un contrôle plus précoce. Lorsque la fin de vie de votre stimulateur approche, des contrôles plus rapprochés peuvent être nécessaires. Certains médicaments sont-ils contre-indiqués? Non, au contraire. Dans certains cas, la mise en place d'un stimulateur cardiaque permet d'introduire de nouveaux médicaments que vous ne pourriez pas tolérer sans une protection électronique. Un stimulateur cardiaque peut-il tomber en panne? Oui, mais c'est exceptionnel. En général, ces pannes ne provoquent pas de symptômes. Parfois, les signes cliniques ayant conduit à l'implantation du stimulateur peuvent réapparaître. Ces pannes peuvent indifféremment toucher le générateur ou les sondes de stimulation. Elles sont soit mécaniques, comme par exemple une fracture de sonde, soit informatiques, nécessitant un patch informatique. Que devez-vous faire en cas de traumatisme de la région où se trouve implanté le stimulateur cardiaque? Contactez rapidement votre centre implanteur de rythmologie. Si vous êtes suivi en télécardiologie, un contrôle pourra vous rassurer. Dans le cas contraire, un contrôle physique de votre stimulateur sera probablement nécessaire. Existe-t-il des rejets? Non. Votre stimulateur cardiaque est composé d'un métal inerte biocompatible. Si la zone d'implantation devient rouge et ou inflammatoire, voire que le boîtier perce la peau, ce n'est pas un rejet. Cela correspond soit à une explantation, soit à une infection du matériel. A noter que d'hypothétiques allergies ont été décrites pour lesquelles l'implantation d'un boîtier plaqué or peut être discutée. Que faire si la pile commence à sortir au travers de la peau? Le mieux est de ne pas attendre ce stade et de consulter très rapidement en cas de rougeur persistante au niveau de la loge du stimulateur. Est-il normal d'avoir des douleurs autour de votre stimulateur? De petites douleurs au niveau du site d'implantation sont fréquentes dans la période post-opératoire mais disparaissent rapidement. Si la douleur est invalidante, il faut reconsulter. À long terme, certains patients décrivent de petites pointes autour du boîtier qui ne présentent aucun caractère de gravité.
Est-il normal que votre stimulateur soit descendu de quelques centimètres au fur et à mesure des années? Oui, car elle est implantée entre le muscle pectoral et la graisse sous-cutanée. Lorsque les tissus se relâchent un peu, son poids l'entraînera vers le bas. Lors du remplacement du boîtier, il est possible de repositionner le boîtier. Devez-vous prendre des précautions particulières en cas d'intervention chirurgicale ou d'examen? Avant toute procédure chirurgicale ou invasive, il faut réaliser une antibioprophylaxie. Les chirurgiens savent qu'ils doivent éviter autant que faire se peut d'utiliser le bistouri électrique, surtout en mode unipolaire. Concernant les examens paracliniques, seul l'IRM était contre-indiqué jusqu'aux années 2012-2015. Aujourd'hui, il est donc possible de bénéficier d'une IRM en toute sécurité, moyennant un réglage spécifique de votre stimulateur cardiaque. Sentirez-vous quelque chose lorsque la pile sera proche de sa fin de vie? Non, car lors des consultations, nous avons à notre disposition une estimation assez précise de la longévité résiduelle. Nous pouvons donc facilement anticiper le meilleur moment pour remplacer votre boîtier. Il est donc important que vous respectiez les contrôles réguliers de votre stimulateur cardiaque. Même proche de sa fin de vie, votre stimulateur fonctionnera comme au premier jour. Pouvez-vous bricoler ou jardiner? La pratique d'un bricolage amateur avec des outils grand public ne présente pas de risque particulier, sous réserve que le matériel électrique soit aux normes CE. En règle générale, il faut éviter tous les outils ou machines qui génèrent un champ magnétique ou des vibrations importantes. Pouvez-vous utiliser un téléphone cellulaire? Oui, mais il est recommandé de ne pas laisser le téléphone dans une poche en regard du boîtier de stimulation et d'utiliser préférentiellement l'oreille opposée au site implantatoire. Sur le même thème, l'installation d'une antenne de téléphonie mobile ne présente pas de risque d'interférence avec votre dispositif. Existe-t-il des risques à utiliser les appareils électriques domestiques tels qu'un aspirateur, un four à micro-ondes, un sèche-cheveux? Non, il est possible de les utiliser sans aucune restriction. Votre kinésithérapeute vous propose de faire des séances d'électrostimulation. Que faire? Non, c'est formellement contre-indiqué car cela peut arrêter transitoirement votre stimulateur cardiaque. Pouvez-vous cuisiner sur des plaques à induction? Il vaut mieux éviter car théoriquement, une distance de 50 cm doit être respectée mais cela ne doit pas vous empêcher de rentrer dans la cuisine. Vous habitez près d'une centrale électrique ou de lignes à haute tension. Est-ce dangereux? Sauf à se promener directement sous des lignes à très haute tension, il n'y a pas de risque particulier. Si vous travaillez dans une centrale électrique, il faut en informer votre médecin du travail et éventuellement envisager un reclassement professionnel. Devez-vous éviter de passer entre les portiques anti-vol ou de sécurité des supermarchés ou des aéroports? Non, vous pouvez y passer tranquillement en toute sécurité, mais sans y stationner. Sachez qu'avec votre carte de porteur de stimulateur, vous pouvez demander aux agents de sécurité de réaliser une fouille au corps si vous hésitez à traverser les portiques de sécurité. Enfin, sachez que contrairement aux idées reçues, vous ne ferez pas forcément sonner l'alarme de détection. En cas d'orage, devez-vous faire attention? Non, absolument pas. La foudre, tant qu'elle ne vous touche pas directement, n'a aucune influence sur votre dispositif. Devez-vous mettre la ceinture de sécurité lorsque vous conduisez? La présence d'un stimulateur cardiaque n'est ni une contre-indication à la conduite automobile, ni une dérogation au port de la ceinture de sécurité. Sachez que les forces de l'ordre n'auront aucune complaisance à votre égard. Dans la période post-implantation, vous pourriez être gêné par la cicatrice lorsque vous mettez votre ceinture. Vous pouvez trouver chez les équipementiers automobiles de petits accessoires permettant d'alléger la pression sur votre cicatrice. Pouvez-vous vous baigner? Mis à part la période post-opératoire durant 1 mois, le bain, même dans la mer, ne pose aucun problème. Pouvez-vous voyager? Tous les moyens de transport sont autorisés. Vous pouvez voyager quelques jours après l'implantation. Évitez de porter votre lourde valise avec le bras qui est du côté où a été implanté le boîtier. Pouvez-vous vous exposer au soleil? Il ne faut pas exposer la zone du stimulateur cardiaque directement et longtemps aux rayons du soleil. Le boîtier étant métallique, la peau en regard pourrait surchauffer avec un risque d'explantation du dispositif. L'idéal est de garder un t-shirt ou sinon d'utiliser plusieurs fois dans la journée une crème solaire avec un indice de protection très élevé. Pouvez-vous exercer une activité physique? L'activité physique et sportive hors compétition n'est pas incompatible avec la présence d'un stimulateur cardiaque, mais certains sports de compétition ou dits à risque vont impérativement nécessiter une certification particulière de votre rythmologue. Pouvez-vous chasser? Oui, à condition d'épauler du côté opposé au boîtier. N'hésitez pas à informer votre rythmologue de votre loisir et du côté de l'épaulement. La même question se pose pour les violonistes.
Que devez-vous faire en cas d'électrocution? Il faut, sans urgence, réaliser un contrôle de votre dispositif au centre implanteur. Pouvez-vous avoir des rapports sexuels? Oui, les rapports sexuels peuvent s'accomplir normalement.